Bonjour à tous, bienvenue à vous pour ce webinaire organisé par la CCI Euro. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le thème des formalités. Donc comme vous l'avez vu sur l'écran, vos micros sont coupés, donc vous ne pouvez pas intervenir avec le micro, mais par contre, vous pouvez intervenir en nous posant des questions sur le chat. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais le regarder tout le long du webinaire, le chat, donc vous pouvez en poser pendant le webinaire et à la fin. Donc je verrai si on a le temps, et sinon je reviendrai sur toutes les questions, donc vous ne faites pas de soucis. Aujourd'hui, du coup, moi, c'est Nicolas Carteret, je suis conseiller en création et reprise d'entreprise à la CCI Euro à Montpellier. Et je suis accompagné du coup de ma collègue, Madame Séverine Marceau, qui est responsable des formalités. Donc, c'est elle, principalement, qui va vous présenter comment ça marche pour les créations d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, les principales formes juridiques, et qui va aussi répondre à vos questions, m'accompagner. Séverine, si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire relatif aux formalités. Alors je sais que le thème n'est pas très fun, mais en fait c'est l'étape indispensable effectivement pour vraiment créer votre entreprise et avoir le sésame qui s'appelle le CABIS, qui est le document légal et officiel de la création de votre entreprise et qui est délivré par un officier public ministériel, c'est-à-dire le greffier du tribunal de commerce. Donc, effectivement, ces formalités, elles sont vraiment l'étape ultime après avoir fait votre étude de marché, etc., après avoir rencontré Nicolas qui peut vous aiguiller sur le process en amont. Et évidemment, la formalité est une étape à ne pas négliger dans le process de création d'entreprise. Pourquoi ? Pour deux choses, parce que ça va déterminer d'abord la date de commencement de facturation de l'entreprise. Ça va déterminer une deuxième chose qui est la date de commencement d'exonération des charges si vous avez droit à l'ACRE. Donc, évidemment, c'est important. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va balayer extrêmement rapidement les différentes formes juridiques parce que, en fonction de la forme juridique, évidemment, ça a un impact sur la formalité. Et nous verrons dans un deuxième temps le contexte des formalités qui est en pleine évolution pour 2023. Alors, top départ, on y va pour le choix des formes juridiques. Alors, vous devez le savoir d'ores et déjà, puisque, à mon avis, vous avez déjà travaillé sur votre projet. Il existe deux formes juridiques principales. La forme juridique de l'entreprise individuelle et dans un deuxième temps, donc, la société qui est une personne morale. Donc, en fait, l'entreprise individuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, l'entreprise individuelle a été légèrement modifiée au 15 mai 2022. Donc, elle a quand même des caractéristiques classiques qui sont qu'il n'y a pas de capital social, que la personne est seule, donc vous n'avez absolument pas d'associé. Vous allez avoir donc des cotisations sociales en tant que travailleur non salarié. C'est pourquoi, lors du rendez-vous avec un conseiller en formalité, on vous demande votre numéro de sécurité sociale. Dernière chose, vous allez être imposé donc à l'impôt sur le revenu, à la différence donc de la personne morale. Mais depuis le 15 mai 2022, il y a deux modifications substantielles relatives à l'entreprise individuelle qui sont un patrimoine distinct du patrimoine personnel, c'est-à-dire l'entrepreneur individuel va créer un patrimoine professionnel bien séparé de son patrimoine personnel. Donc ça, c'est la première des choses. Et enfin, il peut également opter dorénavant pour l'impôt société. Évidemment, sauf pour la micro-entreprise que nous verrons ultérieurement. Donc, à ce niveau-là, Nicolas, est-ce que tu as des questions complémentaires? Après, juste pour dire un petit mot sur l'entreprise individuelle, du coup, depuis qu'ils ont fait les changements en mai, on peut presque dire que l'entreprise individuelle protège presque aussi bien qu'une société votre patrimoine personnel. Parce que moi, en tout cas, conseiller en création, j'ai beaucoup de questions sur ça, sur est-ce que je vais prendre des risques, est-ce que si je fais faillite, il va falloir que je rembourse, etc.
Donc aujourd'hui, même l'entreprise individuelle, vous protégez énormément. En principe, seul votre patrimoine affecté à l'activité peut être saisi. Et dans tous les cas, ça aussi, ça fait plusieurs années que ça existe. Votre résidence principale, elle aussi, ne peut jamais être saisie. Donc voilà, même une entreprise individuelle protège quand même pas mal votre patrimoine et mais ça vous sécurise. Après, bien sûr, il ne faut pas avoir fait de faute volontaire ou autre sur la gestion, parce qu'on peut être responsable pénalement. Mais voilà, ça se rapproche quand même aujourd'hui pas mal de la société. Et Tu as tout à fait raison, Nicolas. Le seul petit bémol que j'y mettrai tout de même, c'est lorsque les banques demandent des cautions à ces entrepreneurs individuels, où là, vous engagez effectivement à ce moment-là votre patrimoine personnel. Et ça peut être effectivement un petit bémol. Mais effectivement, tu as raison. L'entrepreneur individuel est beaucoup plus sécurisé maintenant qu'il ne l'était préalablement. Alors, attention, pour autant, il est responsable quand même des dettes indéfiniment. oui, c'est bien la différence avec la personne morale. bien sûr. Voilà. Donc, n'oubliez pas, petite astuce, lorsque vous venez faire la formalité, on va vous dire tout ça. Attention, n'oubliez pas de créer un compte dédié à votre activité professionnelle pour qu'il y ait bien 2 comptes séparés. D'accord? C'est obligatoire au-delà donc, de 10 000 € lorsque vous faites un chiffre d'affaires supérieur durant 2 ans à ce seuil-là. C'est vivement recommandé dès la création de votre entreprise. Ce qui est vivement recommandé également, c'est prendre une assurance responsabilité civile professionnelle, c'est à ne pas négliger effectivement lors de la création de l'entreprise. Donc tout ça, on vous le dit lors des rendez-vous, lorsque vous venez nous voir et qu'on effectue ensemble les formalités. Deuxième petite chose, et là c'est un régime dérogatoire à l'entreprise individuelle, c'est le régime de la micro-entreprise. Pourquoi on dit que c'est un régime dérogatoire? Puisqu'il va se baser sur 2 choses, le régime micro-social et le régime micro-fiscal. Donc, en fait, le régime va se baser sur un principe de chiffre d'affaires, donc avec des seuils à ne pas dépasser, notamment lorsqu'on veut calculer les charges micro-sociales. Donc, il y a 2 seuils à ne pas dépasser. Donc, quand on est dans une activité de vente à consommer sur place, de fourniture de logement, on est sur un chiffre d'affaires à ne pas dépasser de 176 200 €. Pour les activités de prestation de services, et c'est la même chose donc pour les professionnels libéraux, le seuil à ne pas dépasser est de 72 600 €. Donc, les cotisations sociales ne vont pas être calculées de la même manière que pour l'entreprise donc individuelle. Il va s'agir d'un forfait qui va s'appliquer à vos déclarations de chiffre d'affaires. Ces forfaits, ils sont là, c'est-à-dire que nous avons des forfaits qui sont établis par l'État chaque année. Les forfaits de base donc, sont 12,8% sur le chiffre d'affaires déclaré pour de la vente de marchandises. Il est de 22% pour une activité donc, de service et pour des activités qui relèvent de la sécurité sociale, donc des indépendants. Attention, quand vous exercez et que vous faites une activité mixte, à la fois de la vente de marchandises et du service, les seuils ne sont pas cumulatifs. Ça signifie que, au niveau des seuils, si on revient là, il faut avoir un chiffre d'affaires maximum de 176 000 € de chiffre d'affaires en vente, dont 72 600 € en prestation de services. Donc ça, c'est pour calculer vos cotisations sociales. Parce que quand vous êtes sous le régime de la micro-entreprise, vous allez cotiser au même titre que les entrepreneurs individuels ou que les gérants majoritaires aux caisses des travailleurs non salariés, donc la sécurité sociale des indépendants, qui est gérée dorénavant donc, par les caisses primaires d'assurance maladie. Pour autant… Après, juste pour continuer sur ce que tu es en train de dire, Séverine, oui. forcément, souvent,
les gens, déjà, quand ils veulent se mettre en micro-entreprise, moi, je leur conseille quand même de bien vérifier à chaque fois que c'est une bonne idée. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui se lancent en micro-entreprise parce qu'ils ont eu ce statut-là, aussi appelé auto-entrepreneur, Oui. parce que voilà, le nom a changé entre-temps. Et moi, je vous conseille vraiment de toujours vérifier, soit en venant nous voir, nous, les conseillers en création, soit en demandant à un comptable, etc., de faire des simulations. Après, bien sûr, pour bien choisir son statut juridique, il faut savoir à peu près combien je vais faire de chiffre d'affaires, combien je vais avoir de charges. Mais c'est vrai que pour des activités qui n'auront pas beaucoup de charges, ça sera souvent avantageux. Oui. Mais si vous avez beaucoup d'achats, beaucoup de charges et une marge un peu faible, la micro-entreprise, ça sera peut-être pas avantageux. Donc bon, ça se regarde, mais ça serait dommage de passer à côté et de s'y matriculer alors que le régime n'est pas adapté. Et souvent, les personnes vont se mettre en micro-entreprise et bien sûr, le seuil est de 176 000 ou de 72 000. Mais réellement, souvent, les personnes restent en micro-entreprise jusqu'au seuil intermédiaire, qui correspond au seuil intermédiaire de la TVA, donc de 85 800 pour la vente de marchandises ou de 34 400 pour la prestation de services. Parce que jusqu'à ce seuil-là, vous pouvez ne pas appliquer de TVA, ce qui est aussi en principe avantageux. Et souvent, les personnes qui vont dépasser ces seuils intermédiaires, on va peut-être leur conseiller de passer soit sur une entreprise individuelle classique ou après une forme sociétale. Ça, c'est à voir aussi avec le comptable. Tout à fait, Nicolas. Le régime de la micro, effectivement, permet de ne pas facturer de TVA aux clients. Mais effectivement, l'État a souhaité dorénavant déconnecter à un moment donné le régime de TVA et le régime de la micro. C'est pour ça qu'il y a ces seuils intermédiaires de 85 800 euros et de 34 400 euros pour les prestations de services. Donc, Nicolas a raison, effectivement. Pourquoi? Parce que là, on en vient au microfiscal. Et là, au niveau du microfiscal, c'est très simple de calculer donc l'impôt sur le revenu relatif à l'activité de la micro-entreprise. L'État va procéder à un abattement forfaitaire sur donc le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, je dis n'importe quoi. On voit là les seuils, enfin les pourcentages et les abattements applicables en fonction des activités. Ça, ce sont des abattements forfaitaires déterminés par l'État. Je dis n'importe quoi. Vous faites durant l'année 30 000 euros de prestations de services commerciales, l'État va appliquer un abattement forfaitaire de 50%, ce qui signifie que l'État considérera que vous avez fait un revenu net de 15 000 euros. Sur ces 15 000 euros, ensuite, il y aura le barème progressif de l'impôt sur le revenu qui sera appliqué. Donc, effectivement, Nicolas avait raison de dire il faut effectivement étudier la chose parce que ça peut être intéressant à première vue, mais si vous faites de l'achat, revente, et que finalement, vous prenez un local, ça veut dire que vous allez avoir un loyer, vous allez avoir des assurances, vous allez avoir de l'électricité, vous allez avoir tout un tas de charges qui sont inhérentes donc à votre activité et qui peuvent être supérieures à 71% de l'abattement forfaitaire proposé par l'État. Et donc, ce régime ne sera pas forcément intéressant pour la personne. Donc, effectivement, c'est à étudier véritablement. Alors, effectivement, Nicolas a raison. S'il y a peu, effectivement, d'investissement au départ, qu'il s'agit d'une activité purement de service et que vous avez juste un ordinateur à acheter pour effectivement faire votre prestation de service, là, je dirais effectivement on peut commencer par un régime de micro-entrepreneur, mais le but de la micro-entreprise, c'est de vous mettre le pied à l'étrier. Dès lors que l'activité commence à prendre son envol, qu'elle va se développer, il va falloir effectivement choisir donc un autre régime. Mais c'est un régime qui permet effectivement de tester l'activité, de commencer l'activité et qui est très, très souple dans sa réalisation puisque lors de la formalité, on va vous demander très peu donc de documents, votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, votre numéro de sécu. On effectue la formalité et vous repartez avec votre SIRET en ligne et vous pouvez commencer donc l'activité. On a une petite question dans le chat qui correspond à la micro-entreprise. Donc, c'est Madame Lévy qui demande
je souhaite créer une pépinière de quartier, donc production de plantes, dans la ville et animation. Elle sera seule à y travailler. Et elle veut savoir, est-ce qu'elle peut créer une entreprise individuelle agricole? Parce qu'elle a lu qu'apparemment, voilà, on ne pouvait pas faire de micro-entreprise pour les activités agricoles, mais une entreprise individuelle. Elle a raison. Vous avez tout à fait raison, madame, de le souligner. Il y a certaines activités qui sont exclues du régime de la micro-entreprise et notamment toutes les activités qui dépendent socialement de la MSA, la mutualité sociale agricole. Donc, ça signifie que l'activité de pépiniériste est une activité purement agricole. Vous ne pourrez pas relever du microsocial. En revanche, il y a ce qu'on appelle le microfiscal agricole qui peut être appliqué. Mais elle pourra quand même être en entreprise individuelle Elle classique, sera exactement entreprise individuelle classique, pas de problème, mais ça signifie que les modes de calcul de cotisation sociale seront différents. Tout à fait. Et du coup, à la Chambre des... Évidemment, auprès de la Chambre d'agriculture, avec notre homologue qui s'appelle Katia Ferrando. Voilà, que vous pouvez contacter et qui pourra vous renseigner sur tout le parcours donc, lié à la création de votre entreprise agricole. On va continuer, Nicolas. Passer rapidement donc, sur la personne morale. Donc, personne morale, évidemment, donc, ça veut dire que vous allez créer une personne à côté de vous. Vous allez être associé de cette personne morale qui aura son propre capital, son propre fonctionnement. Donc, c'est en cela que ça diffère de l'entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs caractéristiques quand on crée une personne morale. D'abord, il y a à minima 2 associés, sauf évidemment dans le cas des EURL ou dans le cas des SASU, où la personne est toute seule. Il y a un capital social à apporter, donc le capital peut être très modeste, on peut créer un capital avec une société avec 1 euro. Attention, si vous créez un capital à 1 euro, le formalisme doit rester le même. C'est-à-dire que vous allez créer un capital à 1 euro avec 10 centimes d'euros pour déterminer un certain nombre d'actions et la valeur de l'action. Donc, vous avez tout intérêt à augmenter un tant soit peu la valeur du capital. Pourquoi? Parce que vis-à-vis des clients, vis-à-vis des banques, afficher un capital plus conséquent va permettre de rassurer les personnes que vous avez en face de vous. D'autant plus que la loi vous autorise à libérer ce qu'on appelle partiellement le capital social. Je m'explique. Vous décidez de créer une SARL avec 2 associés. Vous souhaitez mettre un capital à 5 000 euros, mais vous ne souhaitez pas mettre la totalité du capital en banque. L'État vous dit, vous avez la possibilité de libérer 1/5 du capital de 5 000 euros. C'est-à-dire que vous allez déposer en banque 1 000 euros, qui sera 1/5 du capital de 5 000 euros. Et ensuite, dans les 5 ans, vous pourrez libérer en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance l'intégralité du capital. Donc, ça va vous laisser finalement une respiration supplémentaire, mais vous pourrez d'ores et déjà afficher un capital à 5 000 euros lors de vos documents administratifs, de votre facturation, de vos devis, etc. Donc, ça, c'est important pour vous à savoir parce qu'effectivement, peu de gens le savent, mais ça peut être intéressant pour vous. Deuxième chose, donc, il y a un patrimoine distinct du patrimoine de l'associé, on le disait précédemment. Donc, il y aura le patrimoine de l'associé et vous aurez le patrimoine également de la personne morale. Voilà, qui sera vraiment distinct et vraiment séparé. Enfin, vous allez avoir aussi des cotisations sociales qui vont être générées en fonction de la forme juridique choisie. Si vous choisissez donc une SAS, c'est-à-dire une société par action simplifiée, vous n'aurez pas de cotisation sociale TNS, donc appliquée à ce choix de statut juridique. En revanche, si vous optez pour le statut de l'EURL
dans lequel vous allez être à la fois associé et gérant, ça veut dire que vous allez détenir l'intégralité des parts. Vous allez cotiser à la Caisse des travailleurs non salariés, la sécurité sociale des indépendants. De la même manière, si vous êtes en SARL et qu'il y a 2 associés et qu'à vous deux, vous détenez la majorité des parts, c'est-à-dire au moins 51% des parts, donc si vous êtes 2 associés, ça veut dire qu'à tous les deux, vous détenez 100% des parts. Là, on parle de cogérance majoritaire et cette cogérance majoritaire va générer des cotisations sociales en qualité de travailleurs non salariés. Donc ça, c'est important également parce que lors de la formalité, on va vous demander votre numéro sécurité sociale et on va déterminer effectivement à la lecture donc des statuts que vous êtes ou non gérant majoritaire. Enfin, dernière chose, la société personne morale peut être assujettie soit à l'IR, par exemple, c'est la SARL de famille, mais ça, c'est plutôt donc spécifique à la SARL, voilà. Et sinon, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est de droit obligatoirement pour les SAS et pour les SARL, où il y a plusieurs également associés quand on n'est pas dans le cadre d'une SARL, donc de famille. Oui, mais de toute façon, voilà, ça aussi, mais pareil, de bien faire la simulation avec le comptable. IS ou IR, pourquoi prendre l'un, pourquoi prendre l'autre? Souvent, quand on a une petite entreprise, on va plus se mettre à l'IR, et quand on va avoir une entreprise un peu plus développée, se mettre à l'IS, en principe, mais toujours à voir. Et aussi sur les cotisations sociales, travailleurs non salariés ou travailleurs salariés. Là aussi, de regarder et de bien faire la simulation, parce que parfois, on ne se rend pas forcément trop compte du changement entre faire une SASU ou une URL. Ça a un gros impact sur le montant des cotisations qu'on va faire. Donc ça, c'est quand même super important à regarder. Oui. Aussi, bien sûr, bon là, on a parlé que des SARL ou des SAS, SASU. Bon, il y a bien sûr aussi les sociétés anonymes, SA ou SNC. Mais bon, c'est vraiment juste une petite minorité. Alors, donc, pas... oui, c'est une très faible part, effectivement, de ces sociétés que nous avons sur le territoire. Les SNC, généralement, c'est parce que c'est une activité réglementée. Par exemple, je dis pour les tabacs, voilà, avec effectivement l'État qui souhaite se protéger puisque le principe de la SNC, c'est différent de la SRL ou de la SAS en ce sens que tous les associés sont indéfiniment responsables au niveau de la SNC. Les ASRL ou la SAS, les associés ne sont responsables que vis-à-vis de leurs apports et des apports qu'ils ont faits au niveau de la société. Voilà. Donc, c'est quand même une différence notable. Et pour les SA, il y a des conditions donc à la fois donc de nombre de personnes, c'est-à-dire 7 personnes à minima d'administrateurs. Et deuxième chose, le capital social qui est de 37 000 € obligatoirement libéré, de moitié celui-ci. Donc, voilà. Ça se fait beaucoup moins quand même. Ça existe, mais ça se fait beaucoup moins sur notre territoire. On est vraiment sur de la TPE. Ce qui est important à noter pour la formalité, c'est qu'il va falloir suivre l'ordre chronologique pour créer la société. 1, vous allez faire le dépôt des fonds. Ça veut dire que vous allez présenter à la banque un projet de statut qui ne sera pas daté. 2, vous allez, une fois que vous avez l'attestation de dépôt des fonds en banque, vous allez pouvoir dater donc les statuts. 3, vous allez faire le journal d'annonce légale avant de venir nous voir. Attention, il faut bien suivre cet ordre chronologique, sinon les greffes peuvent effectivement relancer les dossiers et donc c'est une perte de temps pour le futur et le créateur d'entreprise. Donc voilà, suivre vraiment l'ordre chronologique, c'est très important. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même tout un panel de solutions qui s'offrent à vous pour créer donc votre entreprise. Je voulais savoir, Nicolas, si tu avais des questions à ce niveau-là, est-ce que dans le fil de discussion, nous avons également des questions? Alors, non, sur l'entreprise, ça va. On avait juste des questions sur l'entreprise individuelle, là. Les personnes, je pense, sont en train de digérer un peu toutes les infos. Oui, c'est vrai. Non, on n'a pas plus de questions. Après, de toute façon, on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre. Donc, je pense que tu peux passer sur, Très bien. Sur le CFI.
Alors voilà, donc quand vous avez finalisé, vous avez choisi la forme juridique, que vous avez effectivement créé vos statuts, fait le dépôt des fonds, etc. La dernière étape, donc, c'est le rendez-vous avec le centre de formalité. Le centre de formalité, donc, a été créé en 1981. Sur le territoire Hérault, nous avons été le deuxième centre de formalité à être créé sur le territoire national. Et ça permet en fait à un seul et même lieu de faire vos déclarations auprès de tous les organismes. Donc, la Sécurité sociale des indépendants, l'URSSAF, l'INSEE, etc. Donc, c'est effectivement un centralisateur d'informations. Vous venez nous voir, on effectue ensemble la formalité. On peut effectivement attribuer le SIRET en ligne via l'automate de l'INSEE, dès lors qu'il n'y a pas d'homonyme, évidemment, donc associé à votre nom ou au nom de la société. Et le lendemain, votre dossier est au greffe pour un traitement optimisé et de la formalité. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, on va faire un contrôle formel des éléments que vous présentez avec, évidemment, toute la cohérence nécessaire pour la bonne présentation du dossier. Et le lendemain, donc, le dossier est au greffe. Ça, c'est le contexte des formalités, donc avant le 1er janvier 2023. Parce qu'effectivement, ces centres de formalité existent sur le territoire national. On appelle ça le réseau des centres de formalité parce qu'en fonction de l'activité que vous exercez, les centres de formalité auxquels vous allez vous adresser sont différents. Par exemple, les coiffeurs vont s'adresser au centre de formalité donc, du répertoire et de l'artisanat, parce que c'est une activité artisanale. Les personnes qui sont mandataires en immobilier et qui sont donc agents commerciaux vont s'adresser directement au greffe en qualité de CFE pour le registre spécial des agents co. Les commerçants, évidemment, vont s'adresser au centre de formalité donc des entreprises de la CCI. Voilà, donc on a un réseau, tout un panel de réseaux. Madame la pépiniériste ira au centre de formalité, donc de la chambre d'agriculture. Voilà, donc tous ces réseaux-là que l'on retrouve sur le territoire national permettent de mailler le territoire et d'avoir toujours un interlocuteur à proximité. Sauf que l'État a décidé de modifier durablement donc, et de transformer ces centres de formalité puisque l'État, au 1er janvier 2023, a décidé donc, de créer ce qu'on appelle le guichet unique qui est géré par l'INPI pour effectuer donc, les formalités d'entreprise. Ça signifie que votre formalité devra être totalement, dématérialisée, que ce soit les immatriculations, les modifications ou les radiations. Ça permettra d'avoir un élément totalement centralisateur. Donc, cette plateforme, vous pouvez y accéder, donc c'est guichet unique INPI. Donc, vous allez déposer vos éléments sur cette plateforme. Vous allez effectivement ensuite avoir assez rapidement donc, un numéro sirène qui va être attribué donc, à l'heure actuelle par l'INSEE. Mais au vu effectivement des premiers éléments qui ressortent de cette plateforme, nous avons, nous, CCI Hérault, décidé de nous positionner en tant que mandataire en formalité parce qu'on sait que vous aurez besoin d'accompagnement, notamment pour ces formalités qui sont relativement complexes, y compris sur cet outil de dématérialisation totale. Par conséquent, nous avons développer des outils qui nous permettent d'intégrer les différentes informations via l'API. Nous avons formé toutes nos équipes, évidemment, pour toujours vous accueillir dans les meilleures conditions possibles pour la création donc, de votre
activité. Donc, nous vous attendons très nombreux, évidemment, toujours, pour effectuer vos formalités, même après, donc, le 1er janvier 2023. Tout à fait. Mais de toute façon, après, voilà, ils ont fait cette plateforme-là, je pense, en tout cas, pour un peu essayer de simplifier le nombre de plateformes qui existaient sur Internet, parce que bon, il y avait l'URSSAF, il y avait Infogreffe, il y avait toute la Chambre des métiers aussi. Bon, voilà, il y avait pas mal de choses. Aussi sur Internet, on pouvait trouver pas mal d'infos. Donc là, le but, c'est de vous simplifier un peu la tâche. Mais bon, le principe reste le même. Il y a un formulaire à remplir, même s'il est plus, c'est plus un CERFA papier, c'est un CERFA numérique, on va dire. C'est un formulaire. C'est ça, C'est non? un jeu de questions. Alors, en fait, non, c'est un jeu de questions-réponses. L'État a souhaité simplifier parce qu'effectivement, dans notre jargon de formaliste, nous avions un formulaire pour les personnes physiques et nous avions un formulaire pour les personnes morales. L'État a voulu simplifier, faire disparaître ces formulaires différents et par un jeu de questions-réponses, orienter effectivement la formalité vers le valideur qui est le greffe. Mais pas que, hein, puisqu'il reste 3 valideurs donc, qui valideront les formalités sur ce guichet unique, qui sont les greffes, les chambres de métier et l'AMSA au titre de l'activité agricole. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions-réponses, il y a beaucoup de catégorisation également. Et nous avons souhaité continuer à accompagner nos chefs d'entreprise afin de leur simplifier encore plus la vie parce qu'effectivement, c'est une plateforme qui est un peu difficile d'appréhension pour l'instant. Elle sera certainement simplifiée et voilà, améliorée, mais au 1er janvier 2023, voilà, on souhaite toujours apporter le même service et surtout la même qualité de service avec toujours ce même interlocuteur unique puisqu'effectivement on baigne dans les formalités de longue date et que nous avons l'habitude des documents demandés par le greffe et des informations demandées par les greffes également. On a une question de M. Madouri Oui. De tout à l'heure qui nous demandait, voilà, un statut de micro-entrepreneur. Si on veut changer d'activité, mais garder le même statut, comment est-ce qu'on procède pour changer son code NAF, tout simplement? Alors, ben, c'est très simple. Alors déjà, nous sommes avant le 1er janvier 2023. Ça signifie que, à l'heure actuelle, il est possible que cette personne soit, par exemple, à la Chambre de métier ou soit chez nous. Si l'activité est déjà commerciale, vous prenez juste rendez-vous avec le centre de formalité et à ce moment-là, on effectue ensemble l'adjonction d'activité. Si l'activité était donc artisanale et que vous souhaitez ajouter une activité commerciale, là, c'est la même chose. Vous nous contactez. Il faut bien déterminer en fait l'activité que vous faisiez préalablement et l'activité que vous souhaitez ajouter. Est-ce que c'est toujours une activité commerciale ou pas? Voilà, c'est ça qui est le plus important. Pour la modification du code APE, n'oublions pas, c'est déterminé donc par l'INSEE en fonction des 6 premiers mots indiqués dans l'objet social. D'accord? Donc, ça veut dire que lors du rendez-vous, on vous posera la question. Est-ce que cette activité devient principale ou pas? Si elle devient principale, elle va modifier certainement le code APE. Et c'est en ce sens qu'on vous dit que c'est important de venir nous voir parce qu'on ne fera pas une adjonction d'activité avec la même activité principale et un ajout d'activité secondaire. Non, non, on va modifier l'ordonnancement des activités, ce qui vous permettra d'avoir véritablement le code APE adéquat. Parfait. Hop. Bon, ce que tu nous disais tout à l'heure, du coup, c'est que vous serez toujours disponible. On sera toujours disponible pour nos ressortissants, pour les clients, parce qu'on a bien compris qu'effectivement, la nébuleuse des formalités est très, très compliquée. Et surtout aussi pour la réduction des délais, parce que parfois, de faire la démarche avec vous, moi, en tout cas, c'est ce que je dis souvent aux personnes, c'est qu'au moins, ils ne font pas d'erreur et leur dossier n'est pas renvoyé. C'est ça. Donc, parce que ça peut quand même arriver, même si ce n'est pas si dur à remplir, mais bon, qu'on n'a pas l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, effectivement, bon nombre de personnes
souhaitent effectivement commencer effectivement leurs formalités eux-mêmes et devant le CERFA qu'on leur transmet, nous rappelle vite fait derrière en disant non, non, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. Donc, on est vraiment là pour aider les clients, on est vraiment là pour vous accompagner dans les méandres des formalités. On a une nouvelle question de Frédéric qui nous demande si la CCI peut aider un créateur même s'il ne dépend pas de la CCI. Donc, je te laisse répondre pour les formalités. Alors, pour les formalités d'entreprise, chacun conserve effectivement son précaré. Donc, ça signifie que si vous dépendez de la chambre de métier, il faudra que vous alliez voir la chambre de métier pour faire votre modification d'activité ou créer votre activité, puisqu'effectivement, il y a des contraintes, notamment au niveau des chambres de métier, qui sont les qualifications professionnelles obligatoires. Donc, pour conclure un peu, du coup, nous, Séverine et moi, on travaille à Montpellier et c'est là où la plupart des personnes de l'Hérault vont travailler, mais on a aussi des collègues qui sont sur Béziers. Oui, nous avons donc un point donc CFE sur Béziers, nous avons un point CFE sur Sète. Nous essayons de mailler le territoire et d'assurer une proximité maximale pour nos créateurs d'entreprises. Vous avez évidemment un numéro de téléphone 04 99 51 52 13 qui est le numéro de téléphone générique du centre de formalité de la CCI Hérault. Vous avez également une adresse générique cfe@hérault.cci.fr sur lequel nous allons retrouver pas mal de questions et c'est vrai que beaucoup de personnes passent par ce biais-là pour nous solliciter. Donc, n'oubliez pas d'y mettre évidemment votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Nous avons également le site de la CCI Hérault, donc www.hérault.cci.fr, sur lequel vous pouvez également poser des questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous retrouver sur ces pages de la CCI Hérault, sur notre mail. Nous répondrons toujours présents et toujours à vos côtés pour satisfaire donc nos créateurs d'entreprise. Parce qu'on parle de nos créateurs d'entreprise, nous sommes effectivement donc là pour vous. Donc, je vous remettrai si vous voulez on le contact après. Mais hop, nous avons fini pour la présentation. Donc, on va vous laisser déjà 5 minutes si vous voulez pour répondre à vos questions. On va prendre un peu de temps. Donc, hop. Je me remets le fil de discussion. Donc déjà, c'est vrai que j'avais vu, on avait une question de monsieur qui nous demandait, bon, déjà, est-ce que ça a un coût pour se faire accompagner pour les formalités, pour le conseil, comment ça marche? Alors oui, ça a un coût de 70 €. 70 € où on effectue, on vous voit en rendez-vous individuel. On passe à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, vous pouvez lors du rendez-vous poser toutes les questions nécessaires donc à votre activité. On peut vous orienter en vous disant ben là ça va pas, il va falloir légèrement modifier ou des choses comme ça. On va pouvoir effectivement parler si vous êtes en entreprise individuelle de votre objet social. Le but c'est d'avoir un objet social qui va véritablement déterminer l'activité mais qui en même temps va laisser le champ large pour d'autres activités. Donc si véritablement vous avez une activité bien spécifique, c'est bien de l'indiquer. Pourquoi? Parce que ça va vous différencier de vos concurrents. Mais en même temps, il vous faut laisser le champ large pour indiquer d'autres activités et pour élargir au maximum donc l'objet social de votre entreprise individuelle. Donc, toutes ces questions-là sont abordées lors du rendez-vous. Ok, merci. Et on a une seconde question, du coup, c'est... Hop, je la retrouve. Donc, c'est une dame qui a une micro-entreprise en conseil et en relations publiques. Donc, il nous dit voilà, qui dépend de l'URSSAF et elle souhaite changer d'activité et devenir une activité artisanale. Et comment est-ce qu'elle doit procéder? Parce qu'en fait, la Chambre des métiers lui a dit de dissoudre l'activité, sûrement pour en créer une, parce que parfois, je pense que c'est peut-être plus pratique.
on se demande, est-ce qu'elle doit vraiment dissoudre sa micro-entreprise et en recréer une, ou aller à la Chambre des métiers et faire un changement? Alors moi, C'est quoi le mieux? sincèrement, ce que je ferais, c'est La personne a peur du délai, en fait. je contacterai la chambre de métier pour voir exactement ce que eux ils vous disent. Il y a deux manières de procéder. Soit vous radiez votre micro-entreprise et vous reprenez une activité artisanale, toujours en micro-entreprise, et votre numéro sirène restera le même. Le code APE changera. Voilà. Soit vous décidez de faire ce qu'on appelle une entrée de champ auprès de la chambre de métier, c'est-à-dire que vous faites une adjonction d'une activité artisanale et donc vous êtes pluriactive, à la fois une activité libérale et une activité artisanale. Mais moi, je vous conseille quand même vivement de vous rapprocher quand même de la chambre de métier pour véritablement recalibrer votre besoin et effectivement voir si on peut ajouter l'activité. Mais si la personne ne souhaite pas exercer son ancienne activité, elle peut se radier et reprendre le lendemain une activité artisanale, alors avec peut-être à la clé des qualifications nécessaires. Hein. Après, bon, Voilà. le délai n'est pas si long, non? Non, le délai n'est pas long. Hein. Parce que c'était ça qui inquiétait la dame, j'ai l'impression. Donc, je pense que peut-être que, voilà, peut-être dissoudre et la recréer, je ne pense pas que ce soit si long. Non, il n'y a pas de souci. Ça peut être relativement rapide pour une micro-entreprise. N'oublions pas qu'on ne vous demande pas énormément de documents à produire. On n'est pas dans le cadre de la création d'une société où il y a un dépôt des fonds à faire, des statuts à rédiger, etc. etc. Ok. Donc, on a une autre question. Faut-il s'inscrire à la chambre de commerce si on fait un peu d'achat-revente ou dépôt-vente et de la vente de pièces perso en activité secondaire? Donc, je pense que la personne fait ça un peu. Oui, alors oui, bien sûr. Vous pouvez très bien avoir une activité salariée, avoir un complément d'activité en exerçant une activité commerciale et être soumis au régime de la micro-entreprise. Bien sûr, ça vous permet d'abord de travailler dans la légalité. Voilà. Et ensuite, ça vous permet d'avoir des cotisations sociales au niveau de la retraite. Ça veut dire qu'à la fin, vous aurez une retraite du régime salarié, une retraite en tant que TNS, sous réserve évidemment d'avoir assez cotisé donc dans ce régime-là pour avoir droit effectivement à la prestation de la retraite. Ok, merci. Une autre question encore. Bonjour, je souhaite me lancer en tant que coach bien-être, mais je pourrais faire les démarches seulement après janvier 2023. Du coup, vers quel organisme dois-je me diriger pour les formalités, la CCI? Alors, pour les formalités, c'est une activité libérale, coach bien-être en entreprise individuelle. Donc, il faudra s'orienter vers le CFE de l'URSSAF, qui sera toujours présent pour tout ce qui est activité libérale. Ok. Après, bon, on a une question d'un monsieur sur l'objet social qui demande est-ce que son objet social est bien valide? Bon, voilà, il nous a mis valorisation et promotion d'un concept de mini-station thermale. Après, je pense que pour l'objet social, il faut quand même peut-être le voir en rendez-vous. Il faut le voir en rendez-vous. Oui. Voilà, c'est quoi réellement l'activité de la personne? Exactement. On va vous poser toujours des questions supplémentaires pour bien calibrer effectivement l'activité. Voilà, qu'on ne soit pas à côté, qu'on n'ait pas oublié quelque chose. Voilà, donc ce monsieur peut nous contacter après ce webinaire pour en parler plus avant. Tout à fait. Et après, une demande sur le cumul d'activités d'une personne qui a une activité de fonctionnaire et qui voulait faire quelque chose de libéral à temps partiel. Sûrement alors, l'activité de fonctionnaire, donc effectivement, cette personne fait bien de poser la question parce que il faut d'abord l'autorisation de la hiérarchie quand on est fonctionnaire. Et c'est une activité… C'est un peu spécial, oui. Ouais, c'est un peu spécial et on ne peut l'exercer que de manière temporaire, au maximum, me semble-t-il, 2 ans. Et après, il faut choisir quel statut vous souhaitez conserver, fonctionnaire ou être indépendant. Voilà, c'est donc… alors souvent, évidemment, il y a des dérogations pour effectivement être micro-entrepreneur. Souvent, nous, on a vu des instituteurs, des choses comme ça qui peuvent avoir une activité complémentaire,
mais de manière effectivement limitée dans le temps, c'est-à-dire 2 ans. Donc, c'est un peu gênant. Tout à fait. Après, juste, je reviens sur la question de Lucie qui nous a dit que, bon, elle a eu quand même un délai de traitement un peu long. Après, voilà, moi, je pense que n'hésitez pas à les recontacter, l'URSSAF, à les appeler, à leur envoyer un mail, sans les harceler. Mais bon, voilà, n'hésitez pas Alors, il faut à leur savoir... demander où est-ce que ça en est. Oui, Voilà, parce qu'en fait, l'URSSAF est à la croisée des chemins également. Au 1er janvier 2023, ils vont récupérer donc toutes les cotisations vieillesse de ce qu'on appelle la CIPAV, qui était effectivement une caisse de vieillesse un peu spécifique, spécialisée dans les professions libérales. Et ils vont 2024 également, ils vont reprendre donc tout ce qui est gestion des dossiers Agir Carco. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit peu débordés fin d'année. Voilà, qu'ils sont un petit peu débordés en fin d'année, mais effectivement, ils trouveront. N'hésitez pas à les contacter, ils trouveront toujours une solution pour faire accélérer le dossier. Ok. Donc bon, on n'a pas de nouvelles questions. Bon, en tout cas, bon, j'espère qu'on a pu quand même répondre à quelques interrogations que vous avez eues. Merci pour toutes vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, par téléphone, via le site donc, de la CCI Hérault, dont je rappelle les coordonnées www.hérault.cci.fr. J'étais ravie de faire ce premier webinaire, donc, et finalement, j'ai eu pas mal de questions, donc je suis très contente. J'espère que vous avez appris des choses, parce que le but, c'est que vous appreniez effectivement des choses et que vous preniez des petites notes. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à nous solliciter en cas de nécessité. Et en tout cas, merci pour votre attention. Oui, merci à vous.